Il y a des jours dont on se souvient. Et en 2021, ce jour-là, j'étais assis sur le canapé, à côté de mes parents, le visage fermé. Alors je connaissais son nom et certains de ses films, mais je crois que le jour où j'ai vraiment compris sa réelle influence, c'est le jour où on lui disait au revoir. Parce que ce jour-là, place des Invalides, la France entière rendait hommage à Jean-Paul Belmondo. Devant leur télé, mais aussi sur place, avec des milliers de personnes qui avaient traversé la France juste pour lui dire adieu. Tout le cinéma français était rassemblé. Et hommes ou célébrités, les larmes coulaient. Et personnellement, j'en étais pas loin non plus. Faut dire que leur émotion était super contagieuse. Belmondo, c'était plus qu'un acteur. Pour toute une génération entière, c'était un modèle. Et moi, sur le canapé à côté de mes parents, j'en savais pas assez. Et du coup, j'ai voulu comprendre. Comprendre ce que ma génération avait raté. Alors je suis allé creuser, et aujourd'hui je vais mettre en avant un des plus grands acteurs français à avoir respiré le même air que nous, Jean-Paul Belmondo, celui qui a inspiré les plus grands réalisateurs américains, celui qui n'a même pas hésité un jour à frapper en pleine face un réalisateur. Mais il est aussi celui qui a repoussé toujours plus loin les possibilités du corps humain devant une caméra, et qui finira certains de ses films avec des béquilles et une épaule à peine remboîtée. Il n'abandonnera jamais un seul tournage, il n'abandonnera jamais une seule cascade. On le verra suspendu à un hélicoptère ou même à une grue, à 200 km/h sur une route pas fermée ou encore sur le toit d'un métro en marche. La France entière l'a vu risquer sa vie pour elle. Bébel, comme il était appelé. Alors comment cet acteur est passé du cinéma indépendant au cinéma d'action, de scènes de course-poursuite à jouer Alexandre Dumas sur les planches, et comment Jean-Paul Belmondo s'est hissé parmi les acteurs les plus talentueux de sa génération, alors que c'était pas très bien parti. Bon, Belmondo, derrière ses cascades et cette assurance, on va le voir, mais il a aussi eu un paquet de moments de doute et de coups durs. Un peu comme nous tous en fait. Et c'est pas toujours facile de faire face à ça tout seul. Parfois c'est important de demander de l'aide pour sa santé mentale. Mais heureusement aujourd'hui il y a des moyens de faciliter ça, comme avec le sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Bon concrètement c'est quoi la différence? Bon déjà c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne, avec plus de 250 thérapeutes français certifiés et inscrits à l'agence régionale de santé. Ouais, rien que ça. Et votre début vers une aide adaptée et super simple. Vous remplissez un questionnaire sur vos besoins. BetterHelp vous met en contact avec un thérapeute qui correspond à votre profil, et pas juste le premier disponible, et ensuite vous réservez la séance qui vous convient. En gros c'est fait pour que vous perdiez le moins de temps possible et pour que vous soyez aidé le plus rapidement. Là vous avez le choix de faire votre séance en visio, par téléphone ou même par message écrit. En gros vous faites en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise. L'abonnement à BetterHelp comprend une séance de thérapie en ligne avec votre thérapeute au format de votre choix, l'accès à votre messagerie pour correspondre avec le thérapeute entre les séances par message écrit, et des outils de soutien en santé mentale comme le journaling ou des feuilles de travail. Et si finalement vous vous rendez compte que votre thérapeute il vous convient pas, y a aucun problème. Vous en changez quand vous voulez et sans aucun frais supplémentaire encore une fois. Et tout ça c'est sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez faire une pause quand vous voulez et vous reprenez aussi quand vous voulez. Avec BetterHelp vous avez un suivi de qualité, disponible en ligne et à votre rythme, c'est ça le plus important. Et pour profiter de tout ça, évidemment, je vous offre 10% de réduction sur votre premier mois avec le lien betterhelp.com/Louis en minuscule. Voilà, merci à BetterHelp de m'accompagner sur cette vidéo, c'était un sujet qui me tenait vachement à cœur, parce que personnellement, et comme Belmondo, il me reste encore pas mal de traumas liés à mon école de théâtre qui font tout simplement perdre confiance en toi. Bon maintenant, allons découvrir la vie de celui qui aurait bien aimé avoir un soutien comme BetterHelp, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Eh bien oui, mesdames et messieurs, je me suis encore mis dans une situation fausse. Mais que voulez-vous, les situations fausses et professionnelles, j'en vis. Tous les soirs, l'homme que je rencontre est précisément celui qui voudrait me voir au 500 diables. La femme, à qui je déclare mon amour, cache derrière son dos le poignard qui me tuera. Là, l'homme que vous voyez jouer, c'est Belmondo qui joue Keane de Dumas, du théâtre classique. Alors ça doit peut-être en surprendre pas mal d'entre vous parce qu'on a souvent l'image en tête d'un Belmondo un peu casse-cou. Celui qui portait le blouson en cuir du flic un peu voyou. Mais c'est à l'image du personnage. Celui qui s'est construit Belmondo dans sa carrière et dans sa vie. Mais ça, c'est pratiquement la fin de l'histoire. Avant tout ça, il y a un début. Et il y a toute une formation. Assez rocambolesque, dans laquelle un de ses anciens professeurs lui avait d'ailleurs dit un jour qu'avec sa gueule, il ne tiendrait jamais une seule femme dans ses bras et qu'il ne serait jamais célèbre. Que personne ne croirait à Jean-Paul Belmondo. Oh, s'il savait. Et personnellement, je mets ce mec au même stade que le mec qui a un jour dit que Bohemian Rhapsody de Queen ne passerait jamais en radio. Des mecs qui ont vraiment le flair. Mais bon là, je vais beaucoup trop vite. On va revenir au début. Belmondo est fils de bourgeois. Il grandit dans un très bel appartement dans lequel il a l'habitude de voir passer Cocteau ou Bernard Billier, des grandes stars de l'époque. Son père est sculpteur et sa mère est peintre. Donc autant vous dire que l'art et la culture, c'est carrément son quotidien. Et en plus de ça, il va à l'école dans le 6e arrondissement de Paris. Très joli quartier. Mais l'école, ça l'intéresse pas vraiment.
Jean-Paul, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est faire rigoler les copains. Et pour faire ça, il a toujours une énergie complètement folle. Et pour le moment, la comédie, ça va rester dans la cour de l'école, à la récréation. Puisqu'un événement va l'emmener sur un tout autre chemin. Pendant une fameuse nuit de 1948, dans le noir complet à 3h du matin. Jean-Paul, alors âgé de 15 ans et debout devant le poste radio, le son au minimum, il écoute les commentateurs crier dans un micro saturé. Marcel Cerdan vient de mettre KO Tony Zeil. Alors ouais, les noms vous disent peut-être rien, mais à l'époque, Marcel Cerdan, c'est une immense star. Déjà parce qu'il vient de remporter le titre de champion du monde des poids moyens, mais parce qu'à l'époque, en 1948, la boxe, c'est aussi populaire que le football aujourd'hui. C'est le sport de l'époque, et Marcel Cerdan, c'est aussi le mec d'Edith Piaf. Bref. Bon, tout ça pour dire que Belmondo, ça l'a marqué. Alors oui, vous avez deviné, il va se lancer dans la boxe, mais pas dans la semaine. Non, lui, c'est dès le lendemain qu'il part s'inscrire dans une salle de boxe. Ouais, déjà à l'époque, il a pas le temps. Alors il commence avec des petits combats amateurs, au début il est pas très bon, il se fait un peu déchirer, mais petit à petit il prend du niveau, et il va se lancer dans les combats professionnels. Et pendant ce temps, il abandonne de plus en plus l'école, ça l'intéresse vraiment plus. Lui, ce qu'il aime, c'est mettre des bonnes patates à des mecs plus forts que lui. Et pour ses parents comme pour lui, ça devient de plus en plus évident, Jean-Paul, il aura jamais son bac. Alors, tout quitter pour la boxe ? Pas vraiment. Bon, déjà parce qu'à l'époque, la tuberculose va l'obliger à une retraite en pleine campagne dans le Cantal, mais parce qu'il n'y a pas que sa retraite forcée qui va mettre un terme à sa carrière de boxeur professionnel. Parce que juste avant de partir, Jean-Paul va avoir une révélation avec Les Femmes savantes de Molière. Il est impressionné par la pièce et par ce que les comédiens sont capables de faire sur scène. Alors, dans le grand air, dans ce repos forcé, il va prendre une décision qui va changer sa vie, arrêter la boxe, arrêter l'école, et devenir comédien. Le retour à la maison, il a dû être marrant avec les parents quand même. Et en fait, ça va. Ils acceptent, mais à une condition. Il doit passer par le chemin classique. Donc, pour Belmondo, à 16 ans, c'est direction de conservatoire. Enfin, il essaye. Il essaye même 2 fois. Et il échoue 2 fois. Mais est-ce que ça va le démotiver ? Pas vraiment. Lui, ce qu'il veut, absolument, c'est rentrer au Conservatoire national d'art dramatique, et en 1952, à 19 ans, il y arrive. Et ça fait 3 ans, juste pour atteindre le premier palier d'une potentielle carrière de comédien. Est-ce que vous vous rendez compte de la détermination du type ? Et en réalité, ces refus de la part du conservatoire, ils montrent clairement une chose. L'ancienne génération du théâtre ne veut pas que ça bouge. Elle veut garder son classicisme et son sérieux. Et Belmondo, bien qu'il connaisse le théâtre et ses codes, lui, il va choisir une voie beaucoup plus populaire, parce que son jeu, il est explosif, très très loin des traditions. Belmondo dynamite le cadre. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que la boxe allait le mener sur un tout autre chemin ? Bon, en réalité, c'était sur le moment. Parce qu'une fois rentré dans le milieu de la comédie, les salles de boxe lui ont fait découvrir quelque chose qu'il ne connaissait pas, le milieu populaire. Et je le rappelle, mais Jean-Paul Belmondo ne connaissait pas ça du tout dans sa jeunesse. Parce que c'est sûr que quand on fréquente l'école du 6e arrondissement, le langage de la rue, ça ne connaît pas trop. Et c'est avec la découverte de ce milieu et de ce langage que sa vision de la comédie va complètement changer. Et il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, c'est un vrai choc pour lui. D'un seul coup, il n'y a plus qu'une seule manière de faire rigoler les gens. Mais retournons au conservatoire. Il vient d'y rentrer, à force de réessayer, et avant de voir sa sortie légendaire du conservatoire, parce que quitte à finir une chose, autant le faire à la manière de Bébel, tout de suite on va parler de sa période à l'intérieur, et elle est plutôt compliquée. Il se fait remarquer, mais pas de la manière dont ses parents aimeraient. Non, lui, il fait du bruit, et il se bagarre tout le temps. Mais il le fait pas tout seul, parce qu'au conservatoire, il s'est créé une vraie bande de vrais poteaux. Et c'est comme ça qu'on les appelait. Un mot qui vient de la rue, dans un milieu complètement éloigné de celui-ci. Et ça représente bien la fracture de Belmondo dans ce monde-là. Il était entouré de Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel, Bruno Crémé, Pierre Vernier, Michel Beaune ou encore Guy Bedos. Alors ces noms vous disent peut-être absolument rien, mais ce sont de futurs grands acteurs. Le paysage d'un cinéma français pendant de longues années. Et ils suivent tous la même personne, parce que même aussitôt et coincé au conservatoire, ils voient tous quelque chose de spécial en Jean-Paul Belmondo. Il a 20 ans à peine et il fascine déjà tout le monde. Et pendant les 4 ans où il suivra cette formation, la fascination ne fera que grandir. Et après avoir autant lutté pour rentrer, il faudra tout autant d'efforts pour sortir. Parce que pour ça, il faut réussir un concours, présenter sa pièce de théâtre devant des professionnels du milieu. Alors Jean-Paul choisit de réécrire une pièce de Feydeau. Il s'amuse littéralement à réécrire les codes du classique. Et la salle est tordue de rire. Il se tape des énormes barres. C'est très très drôle. Et pour tout le monde, c'est évident, c'est lui qui va remporter le premier prix. Le premier prix sera décerné à quelqu'un d'autre. Mais le deuxième aussi. Le premier accessite lui passe sous le nez, et enfin le deuxième accessite lui sera décerné. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, un accessite ? Bon, en gros, ça veut dire on te tolère, tu peux rester, mais ne compte surtout pas sur nous pour reconnaître un quelconque talent chez toi. Et dans la salle, c'est un vacarme, personne comprend la décision du jury. Derrière le rideau, Belmondo et sa bande sont furieux. Alors tous ses potes le portent sur leurs épaules, et ils défilent en triomphe devant le jury sur la scène. Et c'est pile à ce moment-là que Jean-Paul Belmondo a décidé de faire un geste extrêmement fort, puisqu'il va leur faire
un joli bras d'honneur. Et ce geste il est fort pas seulement parce que c'est un manque de respect gigantesque, mais parce que c'est une manière de confirmer la décision qu'il vient de prendre. Bon, même s'il était là pour ses parents, il cherchait quand même une validation de cette haute institution du théâtre français. Mais ce bras, c'est littéralement dire qu'il en a fini de chercher la consécration d'un ordre déjà établi. Ce bras d'honneur, c'est accepter qu'il était naturellement voué à le bouleverser. Et bouleverser, bah ça c'est un truc que vous savez très bien faire. Depuis un peu plus de 11 mois, votre soutien m'a amené extrêmement loin. Mais si on allait encore plus loin, et si tous ensemble, on allait chercher les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Là, je sais que ça paraît fou, mais malgré tout, je passe mon temps à parler d'acteurs qui ont réussi, donc au bout d'un moment, bah ça me donne des envies à moi aussi. Alors si jusqu'ici vous appréciez la vidéo et que vous avez envie de découvrir la suite, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez la vidéo et laissez un petit commentaire. Plus de 90% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés. C'est énorme. Alors c'est juste un clic, et ça me récompense pour mon travail, je suis content, je vous ai fait kiffer, vous me faites kiffer, tout le monde est content. Et comme ça en plus vous allez pouvoir dire que vous étiez là avant. Bon, j'ai aussi créé un serveur Discord où vous pouvez aller discuter avec plein de gens aussi passionnés que vous et moi. Et si ce soir vous cherchez un film à regarder, bah foncez sur mon Instagram ou mon TikTok parce que je poste une vidéo par jour où je vous conseille des films. J'ai pris une décision il y a quelques jours et je viens de me lancer à 100% sur YouTube et sur les réseaux sociaux et je compte sur vous pour me donner de la force. On va se donner à fond sur cette chaîne YouTube, sortir un maximum de vidéos pour vous faire kiffer et pour continuer à faire vivre le cinéma à travers vos écrans. Bon, assez parlé de moi, retour à Belmondo, qui va enfin commencer les films. Et il va falloir attendre 1958 pour le voir pour la première fois à l'écran dans Sois belle et tais-toi. Et dans ce film, il va croiser un petit gars, pas encore connu, mais qui va avoir une grande importance dans la carrière de Jean-Paul. Et ce petit gars, c'est Alain Delon. Ah, et avant qu'on attrape ma veste en commentaire, je sais qu'il a fait un autre film avant, Les copains du dimanche en 56, mais ce film n'a eu aucune sortie en salle de cinéma en France. Vous vous rendez compte? Enfin, vous atteignez votre objectif, vous êtes dans un film, et juste, bah le film ne sort pas dans votre pays, quoi. Et en plus, après avoir essuyé des multiples critiques au conservatoire, bah là, il y a de quoi être découragé. Mais non, parce que comme je vous ai dit, en 56, il sort ce second film avec Alain Delon. Alors il a pas un grand rôle, mais ça fait quand même une belle entrée au box-office français. Ça permet qu'on le voit. Et surtout d'être vu par une personne. Et cette personne-là ne va pas attendre bien longtemps. Avec un fort accent, un jour par hasard, elle le croise dans la rue et va l'aborder pour lui proposer de réaliser un court-métrage dans une chambre. Une sorte de huis clos. Charlotte et son Jules. Peut-être qu'à ce stade, certains ont déjà deviné le nom de cet étrange personnage, et pour les autres, encore un peu de patience. Belmondo, il vient de faire un petit rôle dans un film qui a plutôt bien marché, mais il sait pas ce qu'il fait le lendemain, alors il dit oui. Bon, il dit oui aussi parce que l'idée l'amuse. Il faut quand même se rappeler qu'il y a pas si longtemps, il faisait un bras d'honneur à tout ce qui se faisait de classique dans la comédie. Alors s'enfermer dans une chambre avec un mec qui n'a jamais encore fait de film et improviser la moitié des dialogues, bah ça l'éclate. Ah, ça sonne bien à contre-courant, ça, c'est bien nouvelle vague. Mais à peine le temps de finir ce tournage, en 1958, de l'autre côté de la Méditerranée, une guerre éclate. Celle d'Algérie. Et Jean-Paul fera partie des jeunes hommes appelés sous les drapeaux. Mais seulement 3 mois, parce qu'apparemment, il s'est blessé. Donc, il va retourner à Paris. Et à peine rentré, il va tourner un nouveau film avec Chabrol, à double tour. Alors le nom du réal sonne bien aujourd'hui, et ça pourrait ressembler au début du succès, mais non. Le film n'est pas apprécié. La critique déteste, le public aussi, c'est un film oubliable. Donc son palmarès jusqu'ici, c'est un film pas sorti et un autre film que tout le monde va oublier. Allez nickel Jean-Paul, t'inquiète pas, ça va bien se passer cette carrière de comédien, il faut juste accrocher encore un peu là. Bah ça c'est ce qu'il devait se dire tous les jours Belmondo à cette époque-là. Ah, le caractère du bonhomme quand même malgré tous ses échecs, c'est fort. Mais à peine le temps d'y penser, parce que ce petit gars qui l'avait fait tourner dans un court-métrage est de retour, et cette fois-ci, bah c'est pas pour un court-métrage. Il est prêt à faire son premier film, et il veut que l'acteur principal, ce soit Jean-Paul. Et pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, Belmondo, il croit pas trop au film. Il y a quasiment aucun dialogue écrit, c'est presque que de l'impro, et le réalisateur laisse énormément de liberté à ses comédiens sur les plateaux. Et pour l'époque, c'est pas habituel du tout. Et le chaos pendant le tournage est si grand que Belmondo va se dire que le film sortira jamais en fait. Là, il a été pris dans un gros bourbier. Il se dit que c'était une expérience marrante, mais que ça s'arrêtera là et que ça ira pas beaucoup plus loin. Alors le tournage est terminé, et à cette époque-là, Jean-Paul il a 26 ans, et il va se concentrer sur d'autres projets. Il y pense plus. Mais un jour, il va recevoir un appel pour organiser un rendez-vous afin de convenir de tous les détails pour la sortie de ce fameux film. Alors Jean-Paul il est surpris, mais pas de la bonne manière. Pour lui, c'est une mauvaise surprise. Il a aucune idée de ce à quoi va ressembler le film, et surtout, il a archi peur. Il a peur d'être nul dedans et que ce soit un mauvais film. En gros, il y croit toujours pas, quoi. Il a surtout peur de perdre toute sa crédibilité dans le milieu avant même de s'être fait un nom. Alors le jour de sa sortie, Jean-Paul ne va pas aller voir le film au cinéma. Il a pas envie du tout, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire à sa femme d'y aller pour voir s'il y a au moins un petit peu de monde. Sauf que sa femme, elle revient quelques minutes plus tard. Et Jean-Paul, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et sa réponse est simple, il y avait tellement de monde dans la salle et devant qu'elle a même pas pu rentrer. Ce film est un énorme succès. Le monde du cinéma français, à cette période-là, était précisément en recherche d'un film comme ça, de nouveauté. Alors du jour au lendemain, Belmondo va faire la une des journaux, et un grand réalisateur vient de naître. Ce monsieur, avec un fort accent suisse, qui a d'abord fait des courts-métrages avant d'exploser, c'est Jean-Luc Godard. Et c'est pas rien d'assister à la naissance d'un réalisateur
comme lui. Encore plus un réalisateur avec une telle postérité. Enfin bref. Et certains iront même beaucoup plus loin, comme Lelouch. Et c'est peut-être pas tant exagéré que ça. Il a inventé Godard. Jean-Paul a inventé Godard. Et il a inventé aussi pas mal de metteurs en scène. Je veux dire que je pense qu'il a une personnalité qui marque tous les films qu'il a fait, qui fait qu'à un moment donné, on voit plus que lui, quoi. On voit plus que lui, il prend l'écran, voilà. Enfin, c'est la magie de ces gens qui, de temps en temps, arrivent dans le monde du cinéma et transforment l'histoire du cinéma. À bout de souffle est aujourd'hui considéré comme un des films les plus importants de ce mouvement, mais aussi du cinéma français tout court. Et ça, on le doit à la manière de Belmondo de parler comme dans la vraie vie. On n'a pas l'impression qu'il joue. Il a une attitude décontractée et il improvise pas mal de moments. En fait, c'est bête à dire, mais ça fait vrai. Avec lui, on quitte le physique de dieu grec pour un physique plus vrai, plus brut. Fous le camp, la petite américaine m'a dénoncé. Merde, allez, viens. Non, moi je reste, toi tais-toi. Je parle qu'on grimpe là-dedans. Non, je reste. Je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Tu es complètement dingue, allez, monte. Quand je disais que Belmondo était appelé à renverser un ordre établi, c'était pas une exagération. Il est à l'origine de la nouvelle vague. Tout est dans le nom. Alors oui, il y a eu Truffaut avant, mais c'est réellement ce film qui fait découvrir cette idée du cinéma au grand public, autant en France qu'à l'international. Mais Jean-Paul n'en restera pas là. Dans quelques années, il va devenir un immense phénomène en France. Et surtout, il impressionnera et inspirera un jeune réalisateur américain qui deviendra plus tard un des plus grands réalisateurs au monde. Mais avant ça, on a 2-3 films à aborder avant. Enfin, 2-3. Plutôt 6 films, la même année. Bon, pas de suspense, mais ils sont pas aussi importants que le premier. Mais quand même, Classe Touriste, avec les années, s'est imposé dans sa filmographie comme un classique. Il est quand même en duo avec Lino Ventura, dans un polar, son genre. L'acteur est déjà grand et loin d'être facile, tant il prend de place. Pourtant, Jean-Paul ne disparaît pas face à lui. En plus d'affirmer un peu plus son charisme, il montre qu'il peut aussi faire du cinéma plus traditionnel. Il prouve qu'il n'est pas seulement capable de faire du cinéma d'auteur, où il vient d'exploser avec À bout de souffle. Et c'est pas tout. Toujours la même année sort La Ciociara, qui obtiendra en 1962 le Golden Globe du meilleur film étranger, en plus d'un Oscar de la meilleure actrice pour la partenaire de Belmondo sur le film, Sophia Loren. Bon, à ce moment-là, elle aussi c'est déjà une immense actrice et à l'international en plus. Elle est dans la catégorie des sex symboles des années 50-60. Donc, pour résumer, en 1967, à 27 ans, il vient de participer à l'émergence d'un mouvement important pour le cinéma français et d'être à l'affiche avec 2 grands acteurs déjà établis dans le cinéma sans jamais être en retrait. Et il vient de rayonner 2 fois à l'international. Il vient de s'imposer en France dans les 2 genres principaux. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Pas grand chose en vérité. Il n'y a pas de grand drama pour Belmondo à cette époque. Du moins, pas encore. Mais faire autant de films en une année, c'est pas rien. Ça vient pas de nulle part. Malgré son bras d'honneur au jury, malgré sa grande gueule et malgré ses réussites qui s'enchaînent, toute la période au conservatoire où on ne croit pas en lui, ça a laissé des traces. Belmondo était obsédé par la peur que son métier s'arrête du jour au lendemain, que ça ne dure pas. Qu'un matin il se réveille et que d'un coup d'un seul, le monde entier remette en question son talent et sa place dans le cinéma. Il avait peur que sa modernité devienne une barrière. Mais parmi les films qu'ils vont faire en 1962, 2 d'entre eux vont le rassurer. 2 styles complètement différents. Et pour 2 raisons complètement opposées. D'un côté, on a Cartouche de De Broca, qui est un film de cap et d'épée. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu comme un mélange entre un Marvel et Game of Thrones, mais version vieille France. Et dans ce film, Belmondo bouge beaucoup plus. Il commence à découvrir les cascades et le rôle du héros. De l'autre côté, on a Un singe en hiver d'Henri Verneuil. Et face à lui, c'est pas n'importe qui, puisque c'est un des plus grands acteurs de ce milieu, le patriarche, le vieux. Et rien d'insultant, c'est comme ça qu'il était appelé par les gens du cinéma à cette époque. Et Belmondo se retrouve face à lui à seulement 28 ans. Et les débuts sont très durs. Les acteurs se parlent à peine. Ils n'échangent que devant la caméra. Et c'est pas anodin. Jean Gabin a une mauvaise réputation sur les tournages. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les 2 à coups de pompe dans le train. Il peut s'énerver très vite pour des détails. Alors on peut imaginer que l'acteur, au courant de ça, voulait simplement éviter un drama. Et du coup, c'est pour ça qu'un jour, entre 2 prises, Belmondo décide d'envoyer un ballon de foot en plein sur Jean Gabin. Ouais, on parle de Belmondo les gars aussi, c'est un loupard. Mais figurez-vous qu'il a bien fait de faire ça. Parce que le vieux, au lieu de s'énerver, il va se lever pour jouer au foot avec le jeune. Et à partir de ce moment-là, ils vont se rapprocher. Gabin vire son chauffeur pour que Belmondo devienne le nouveau et aura ces quelques mots dans le privé. T'es mon passé, t'es ma jeunesse. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise.
Bon là, Jean-Paul, il vient d'être validé par le patron, le chef officiel du charisme. Et même si le film a pas un succès populaire, bah il montre une sensibilité, une fragilité chez Jean-Paul qu'on n'avait pas encore vue, tout en gardant son charisme, et ça, c'est quand même sacrément fort. Mais ce n'est pas la carrière qu'il veut. En grand fan de sport, Jean-Paul il veut bouger beaucoup plus, il veut avoir des rôles plus physiques. Alors il va prendre cette direction dès l'année suivante dans L'aîné des fers chauds. Il joue un ancien boxeur qui va devenir le garde du corps d'un banquier qui a de gros problèmes. On le voit boxer dans le film, mais aussi en dehors. Ouais. Le film est sous la direction de Jean-Pierre Melville, qui avait l'habitude de se montrer plutôt virulent sur les plateaux de tournage. Virulent, c'était un joli mot pour dire que c'était un gros connard. Mais un jour, il va parler encore plus mal que d'habitude à Charles Vanel, le partenaire de jeu de Belmondo sur le film. Donc Jean-Paul va décider d'intervenir, et juste après avoir enlevé les lunettes noires de Melville, délicate attention, il lui donne un coup de poing qui va le projeter à terre, et le mettre KO. Et les deux ne vont plus jamais se recroiser de leur vie sur des plateaux de tournage après ça. Et ça explique aussi pas mal l'état du film qui a dû être terminé sans les deux acteurs principaux du coup. Et c'est pour ça que le film n'a pas marché. Bien fait pour lui. Il avait pas l'air sympa ce Melville. Mais tout n'est pas négatif dans cette expérience. Le peu de scènes d'action qu'il a dans ce film lui donne envie d'aller beaucoup plus loin. Et on y est. On va maintenant aborder un des films les plus importants de sa carrière. Le film à l'origine de ce personnage cascadeur qu'on a tous en tête quand on pense à Jean-Paul Belmondo. En 1988, dans une interview télé, il dira cette chose qui qualifie très bien sa carrière. Je crois que vous savez, dans ma vie, j'ai aimé passionnément deux choses. Jouer la comédie en premier, évidemment, et faire du sport. Et j'ai pu, grâce au cinéma, faire les deux à la fois. Oui. On a vu la comédie, maintenant, on passe à l'action. Et on commence avec L'Homme de Rio, réalisé par De Broca. Le film raconte l'histoire d'un militaire qui doit aller sauver sa fiancée qui s'est fait enlever devant lui. Et ça, comme le titre l'indique, ça va l'emmener jusqu'au Brésil. Bon, je vous préviens déjà, mais avec ce film, tout est fou. Déjà, Belmondo va décider de faire toutes les cascades, bon, sauf une en parachute parce que ça fait un peu flipper, et d'ailleurs, ça va causer pas mal de frayeurs sur le tournage. La scène que vous venez de voir n'était pas prévue. Quand il se raccroche et qu'il est sur le point de tomber, il aurait pu réellement se blesser. Voire pire. Et la raison pour laquelle personne ne se précipite pour l'aider, c'est parce que Belmondo avait prévenu que si une situation de ce genre arrivait, tant qu'il ne demandait pas d'aide, c'est qu'il pouvait s'en sortir. Il voulait à tout prix ne pas perdre de temps et donc surtout pas refaire une scène. C'était sa vraie peur ça. Pas de se blesser, mais que le film s'arrête à cause de ça. Parce que Belmondo c'était aussi ça. Un mec qui a l'air décontracté mais qui bosse comme un malade, depuis le tout début. Un mec capable d'apprendre une page entière de dialogue en une seule lecture. Et dans ce film, c'est un immense festival de cascades avec une bonne dizaine de trucs encore plus fous les uns que les autres. Un des plus grands nombres de cascades parmi tous ses films. Ouais, dès le début, il voulait taper fort. Et il s'installe comme un acteur capable de définitivement tout faire sans exception. Et ça, ça se récompense. Bon, pas directement lui. Oui, il y a une relation un petit peu conflictuelle entre Jean-Paul et les récompenses. Par contre, le film, lui, reçoit l'Oscar du meilleur scénario original en 1965 et le Golden Globe du meilleur film étranger la même année. Et oui, ça fait 2 fois qu'il a le rôle principal dans un film qui reçoit cette distinction en seulement 5 ans. Ah, c'est pas trop mal pour un début de carrière, là. Mais la plus belle récompense, elle viendra 15 ans plus tard. Est-ce que vous vous rappelez dans l'introduction quand je vous avais dit qu'il allait inspirer un des plus grands réalisateurs de l'histoire? Et on y est, et je vous parle là d'un très grand film. Mais pour que le monde le voie, il faudra attendre 2001. 35 ans plus tard, et un jour, le réalisateur de L'Homme de Rio va recevoir une lettre. Alors il a du mal à croire le destinataire inscrit sur celle-ci, mais après avoir relu plusieurs fois, il doit se rendre à l'évidence. Spielberg lui a envoyé une lettre. Steven avoue avoir été fasciné par le film alors qu'il était adolescent et qu'il s'en est fortement inspiré pour réaliser Indiana Jones. Avant le célèbre professeur d'archéologie joué par Harrison Ford, il y avait Jean-Paul Belmondo. J'aurais tellement kiffé voir Belmondo jouer Indiana Jones, en vrai, honnêtement, ça aurait été extraordinaire. Ce Belmondo qui, sur les toits de Rio, à seulement 30 ans, surplombe le monde du cinéma. Mais sa notoriété n'a jamais été signe d'ego chez lui. Pour lui, ça servait à faire travailler les gens. Des gens avec qui il travaillait, mais des gens avec qui il faisait aussi la fête. Non seulement il allait parler à absolument tous les figurants, mais son kiff c'était d'organiser des grands repas avec toute l'équipe du film. Et pour tous ceux qui ont pu bosser avec lui à cette époque, c'était les moments les plus chaleureux et les plus festifs du cinéma français. Et c'est avec ce nouveau statut, beaucoup moins rookie, que la même année, il retrouve un compagnon de jeu, Lino Ventura, dans 100 000 $ au soleil de Verneuil. Belmondo va jouer un chauffeur qui vole un camion rempli de marchandises précieuses. Action qui va lui donner le droit d'être poursuivi par Ventura pendant tout le film. Le film est un gros succès avec plusieurs millions d'entrées, en plus de faire partie de la sélection officielle du Festival de Cannes cette année-là. Ce qui n'était pas au goût de tout le monde, surtout de la critique. Après l'avoir encensé à ses débuts, là, elle commence à retourner sa veste. Il commence à être un peu trop populaire pour eux, le succès
ça renferme. Jean-Paul est bel et bien en train de révolutionner le cinéma français, mais pas de la manière dont il aurait aimé. Il l'imaginait déjà figure du cinéma d'auteur, et le voilà qu'il confirme son envie de faire de l'action, le premier plan, du cinéma français. Et c'est pas pour autant qu'il va s'enfermer que dans des rôles de cascadeur. Belmondo, il veut toujours montrer qu'il est un acteur capable de beaucoup plus. Et cette année, c'est dans Week-end à Zuidcote qu'on s'en rend le plus compte. C'est encore Verneuil à la caméra, et cette fois, il est là pour raconter l'évacuation de Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Belmondo est un jeune soldat en plein milieu de l'horreur. Il est plus dans la comédie, il est plus dans la démonstration physique. Non, pour ce rôle, tout doit se passer dans son regard, dans ses mots. Le genre du drame historique est dur. Et c'est dans ce genre de moment qu'il faut plus que jamais incarner un personnage. Alors oui, le nombre d'entrées est bien inférieur à celui qu'il a connu sur des films d'action, mais ça va tout de même lui permettre de faire taire les critiques pendant un petit moment. Mais ça pour seulement un temps, parce qu'on connaît les critiques, ils ont la mémoire courte. Bon là c'est le moment où je devrais vous dire qu'il repart ensuite dans les films d'action et dans les cascades. Mais je vous ai déjà dit que la période au conservatoire avait laissé des marques, ouais les PTSD tout ça là. Et bah l'année suivante, il renoue avec celui qui a partagé son plus grand succès, Godard. Avec un titre aussi étrange que le film ne l'est, Pierrot le Fou. Ce film, c'est le sommet de ce que Godard avait proposé jusque-là. L'histoire raconte un homme bourgeois, Ferdinand, qui s'ennuie dans sa vie de famille et qui va s'enfuir avec la babysitter qui garde ses enfants. Oui, la critique se bat, d'un côté on crie au génie avec notamment Louis Aragon. Qu'est-ce que le cinéma? Il y a une chose dont je suis sûr aussi, puis-je commencer tout ceci devant moi, c'est que l'art d'aujourd'hui, c'est Jean-Luc Godard. Je ne voyais qu'une chose, une seule, et c'est que c'était beau, d'une beauté surhumaine. Et ce mec-là, c'est pas n'importe qui, on parle d'un des plus grands poètes et romanciers du XXe siècle. En plus d'être un formidable journaliste. Bon, j'ai dû raccourcir la citation parce qu'elle est longue, mais vous avez compris l'idée. Regardez sa beauté, regardez ce qu'un film comme ça provoque chez un écrivain. Bon, de l'autre, par contre, la narration, elle est pointée du doigt. Elle part tellement dans tous les sens que même le terme film est remis en question. Pour Pierrot le Fou. Godard est accusé de refaire la même chose sans cesse, mais d'aller juste encore plus loin à chaque fois. Et le film va être si controversé, si grand, qu'il va alimenter un débat sur la question de l'art et la politique. Et au milieu de ça, Belmondo. Jean-Paul qui prouve encore qu'il est un immense acteur. Il est juste, touchant, drôle, séduisant. Mais tous ces adjectifs ne suffiront pas à éviter de le voir noyé par la proposition du film qui est si grande qu'elle dépasse la question de la performance des acteurs. Pourquoi t'as l'air triste ? Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Et que toi on peut pas avoir de conversation. Il fallait le citer tout de même, parce qu'après son passage dans L'Homme de Rio, c'était méga inattendu de le voir repartir du côté du cinéma de la nouvelle vague. Comme s'il voulait garder la critique encore un petit peu plus longtemps de son côté. Ou du moins, encore prouver une autre fois qu'il peut aussi bien sauter de toi en toi qu'être artiste, devant la caméra. Et justement, devant la caméra, parce que pour clôturer cette année-là, il va jouer dans un film. C'est le retour de l'aventure et des cascades avec De Broca, puisqu'après L'Homme de Rio, les deux ont décidé d'explorer le monde. Et c'est en tournant coup sur coup au Népal, à Hong Kong et en Malaisie qu'ils font les tribulations d'un Chinois en Chine. Belmondo y joue un milliardaire qui, même si fiancé, aime aller voir ailleurs. Malgré ça, il s'ennuie terriblement. Je veux dire au point où il essaye de sauter la vie à plusieurs reprises. Et ça, sans réussir. Alors il décide de partir faire le tour du monde avec sa future belle famille et un vieil ami sur son yacht. Un samedi après-midi classique pour un milliardaire finalement. Et ça c'est déjà un scénario qui rappelle un des plus grands films de Belmondo qui va arriver un petit peu plus tard dans sa carrière. Peut-être son plus grand film. Mais en attendant, les tribulations d'un Chinois en Chine, en lui-même, est sympa. Le public apprécie, mais sans retrouver le même succès qu'avec L'Homme de Rio. Et si je vous en parle, en fait, c'est pas vraiment pour le film en lui-même. Il aura pas un grand impact sur la carrière de Belmondo. Par contre, pour sa vie, c'est autre chose. Bon, on l'a pas encore abordé, mais Jean-Paul, il est marié à cette époque-là. Il est marié depuis 5 ans avec Renée Constant, une femme qui partage sa vie depuis une dizaine d'années, avec qui il a 3 enfants. Et pendant ce film-là, Belmondo ne partage pas la caméra avec n'importe qui. Ursula Andress. Ce nom vous dit rien? C'est tout simplement la première James Bond girl de l'histoire, quoi. Et c'est un secret pour personne, Jean-Paul, il aime les femmes. Alors, d'amis à complices, les deux vont vite devenir plus. Et le coup de foudre est si fort qu'il résonne jusqu'en France. Le couple entre Jean-Paul et Renée Constant se brisera instantanément. Bon, avant de me faire attraper ma veste dans les commentaires, je profite de prendre une petite pause pour vous dire que non, je ne parle pas de tous les films de Belmondo. Et si je saute certains films, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément un grand intérêt narratif dans la vidéo, en termes d'impact, ou de réussite, ou tout simplement de divertissement. Et je suis un peu obligé de couper des films, parce que sinon la vidéo va durer 2h45. Donc oui, il y a des films qui sont ultra appréciés de Belmondo, il n'y a aucune haine envers ces films-là, j'ai juste dû faire un choix. Bon, maintenant que ça c'est dit, reprenons. Et justement, on va reprendre avec un film qui a eu un impact immense. Et je vais pas vous mentir, je l'ai découvert en même temps que j'écrivais cette vidéo.
Et comment c'est possible? Paris brûle-t-il est un film avec une distribution de fous furieux. Au scénario et à la réalisation, on retrouve René Clément, le seul réalisateur français encore aujourd'hui à avoir eu 2 Oscars du meilleur film en langue étrangère. Et au moment du tournage, c'est déjà le cas. En plus d'être à la réal, il s'occupe aussi du scénario, et vraiment pas avec n'importe qui, Francis Ford Coppola. Ouais, mais c'est pas tout, parce que dans les acteurs, il y a Alain Delon en numéro 10, Yves Montand en avant droit, Anthony Perkins à gauche, Simone Signoret en milieu défensif central, Orson Welles au cage et Belmondo en... je crois que j'ai dit tous les postes possibles sur un effectif de football, là, donc on va dire... Et Jean-Paul Belmondo aussi dans le film, voilà. Alors oui, il faut le dire, dans le film, Belmondo n'aura pas un très grand rôle, hein, on peut même dire que c'est un rôle plus que secondaire. Je souhaite la bienvenue à monsieur le ministre. Merci. La salle du conseil. Si monsieur le ministre veut bien me suivre. Qui êtes-vous? Je suis la standardiste. Alors retournez à votre standard, et vous? Des employés de bureau, monsieur. Alors retournez à vos bureaux. Mais il faut redonner du contexte, ça fait seulement 6 ans qu'il a explosé au cinéma. À peine la trentaine, et pour un gros film franco-américain avec Coppola en scénariste et Orson Welles dans les acteurs, eh ben on pense à lui. On l'appelle et on sait qu'il doit faire partie du projet. Il a été sélectionné par Didier Deschamps. Bon, faut que j'arrête les métaphores avec le foot, en plus j'y connais rien, donc je suis désolé. Bon, c'est une grande folie là, hein, ce qui se passe pour lui à ce moment-là. La vitesse de son ascension, la place qu'il occupe déjà, et après avoir joué dans une production américaine et être sorti avec une ex-James Bond girl, bah pourquoi pas jouer dans un James Bond? En vrai, autant y aller à fond. Et bah en 1967, c'est ce qu'il va faire dans Casino Royale. Oui bon là, c'est même plus un second rôle, mais vraiment une apparition très rapide, hein, il est juste là, mais ça méritait quand même d'être mentionné parce que c'est la classe. Les Français sont arrivés. I beg your pardon? Les Français sont là. I'm sorry, my French is rather rusty. Maman. The French have arrived. Ah, splendid, thank you. Oh, look out! En 1969, Jean-Paul revient très fort avec un réalisateur que vous connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo sur Louis de Funès. Quoi, tu l'as pas vu? Bon bah je te mets un lien juste ici, t'iras la voir après avoir fini celle-là quand même. Enfin bref, mesdames et messieurs, Gérard Houry. À ce moment, il a déjà fait Le Cornio et La Grande Vadrouille. Bon, le type a plus grand chose à prouver, mais pourtant, il va quand même se lancer dans ce projet avec 7 acteurs dans Le Cerveau. Et pour arranger un peu le casting, il va y rajouter un de ses acteurs favoris, Bourvil. Alors c'est vrai que Belmondo et Bourvil, c'est pas vraiment un duo qu'on imagine ensemble, mais ça marche super bien. À sinistre! À sinistre! T'as entendu? Il a dit sinistre. Imbécile, ça veut dire à gauche. Tourne à gauche. Ah bon? Les deux vont se retrouver dans un gros scénario de braquage de train. Et c'est le plus gros succès au box-office que connaîtra Belmondo, avec 5 millions d'entrées, dépassant largement L'Homme de Rio. Le budget à l'époque est de 24 millions de francs. En conversion aujourd'hui, ça donne plus de 32 millions d'euros. Pour l'époque, c'est une immense somme. Les films français tournaient autour de 6 millions de budget, et même La Grande Vadrouille, qui était considérée comme une super production, ne coûtait que 11 millions. Là, c'est plus du double. Donc on pourrait se dire que Belmondo, là, il va continuer dans ce genre de super production de films d'action à gros budget. Tout simplement parce que ça marche et parce qu'il s'éclate, non? C'est bien au monsieur anglais du 6e que j'ai l'honneur de parler. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Pour rien vous cacher, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, j'avais fait toute une structure narrative autour d'un acteur qui commence au théâtre classique, dans le cinéma d'auteur, et qui finit sa carrière dans le cinéma d'action, et voilà, Bébel est là. Quelle erreur et quel enfer, parce que je me rends compte qu'en fait Belmondo, il n'a fait que des allers-retours entre ces deux genres pendant la majeure partie de sa carrière. Et cette impression que je pouvais avoir, bah au final elle est surtout liée au fait que c'est ces films d'action qui ont le plus marqué. Et au moment de la narration, on commence à remarquer que faire des allers-retours constamment entre les deux, bah c'est pas terrible pour sa carrière. Et surtout qu'il y a un des genres dans lequel on l'apprécie beaucoup plus que dans l'autre. Pour toute cette période qu'on vient d'aborder, Belmondo était souvent dans le top du box-office, mais il n'était pas le seul au sommet. Il devait partager sa place avec un autre acteur qu'il avait déjà croisé quelques années plus tôt, Alain Delon. Borsalino. Delon est producteur et acteur de ce film, et il veut absolument qu'ils se réunissent avec Jean-Paul. Et le terrain qu'il choisit est fait pour ne pas dépayser Bébel, mais aussi et surtout pour le public. Bah ouais, Delon il est producteur, donc il a plutôt intérêt à ce que le film soit rentable. Ce qu'il faut essayer de s'imaginer ici, c'est le statut des deux acteurs à l'époque. On a deux grandes, immenses stars, et chacun dans une catégorie différente. Vous voyez Messi et Ronaldo, ou LeBron James et Kobe Bryant, ou Federer et Nadal, enfin vous avez compris, et bah Belmondo et Delon, c'était pareil. À un détail près quand même, Delon est beaucoup plus connu que Belmondo à cette époque-là. Genre, beaucoup plus connu. Mais il y avait quand même un sacré rapport de force entre les deux. Et ça pourrait peut-être créer des petites tensions. Je sais pas, peut-être que je dis ça au hasard. Et Delon, bah il est un peu jaloux. Il voit que Jean-Paul il est en train de bien percer. Donc ça l'inquiète un peu. Il veut tellement que tout fonctionne bien dans son film qu'un pacte de non-dispute est instauré entre les deux acteurs avec l'aide du réal, Jacques Deray, qui prend le rôle de l'arbitre entre les deux. Chacun allait se plaindre directement à lui au lieu d'entrer dans la loge de l'autre pour la retourner. Si Freddy, Roch, François, Capella.
Les deux ont respectivement 37 et 34 ans, mais ils agissent encore comme des gamins. En vrai, c'est lunaire. Mais bon, au moins la méthode est efficace. Aucun problème pendant le tournage, tout se passe bien, tout le monde est content. C'est pas un peu trop parfait cette histoire-là? Bon, on peut pas aller jusqu'à dire que les deux acteurs ne s'aimaient pas, mais disons que si on met de tels moyens sur un tournage, c'est qu'au minimum, il existe une rivalité assez importante. Et oui, il suffisait d'un détail. Au moment de faire l'affiche, Delon met 2 fois son prénom. Une fois en tant qu'acteur et une fois en tant que producteur. Et Belmondo, il va juger que c'était pas prévu par le contrat, et allez hop, procès. Les deux vont s'embrouiller de fou furieux, et ne profiteront jamais du succès du film ensemble. Belmondo vous accuse d'avoir mis 2 fois votre nom sur l'affiche. J'aimerais d'abord savoir exactement ce qui le gêne et exactement ce qui le dérange, parce que ça, j'ai vraiment pas réussi à le percer très bien. Ça me rappelle l'anecdote avec Robert De Niro et Al Pacino sur le film Hit, qui voulaient respectivement avoir précisément le même temps à l'écran chacun, et pas une seconde de plus que l'autre. Ah là 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 là, les acteurs, qu'est-ce qu'ils sont relous avec leur ego quand même. Bon, la suite du film d'Alain Delon sortira 4 ans plus tard et se fera cette fois-ci sans Jean-Paul, et il n'arrivera pas à avoir le même succès que le premier. La faute au drama entre les deux, la faute à une réalisation moins inspirée. L'année suivante, Jean-Paul reprend du service avec Verneuil dans Le Casse. Le film porte assez bien son nom, ça raconte un cambriolage d'un homme riche, mais si je vous en parle, c'est surtout pour les conditions de tournage. Et là, c'est une assez grande folie quand même. Elle est pas mal la scène, non? Elle est pas mal, surtout quand on sait qu'elle a été tournée sans aucune autorisation et sans prévenir personne. Oui, même pas le chauffeur du bus. Et quand je dis que personne n'était au courant, ça concerne aussi et surtout la police. Mais aussi la circulation. Ouais, c'est complètement dangereux et irresponsable, hein, mais je suis désolé, c'est trop stylé. Ça donne une si grande réalité et une intensité à ces scènes-là, et c'est précisément dans ce genre de film qu'on se rend compte du dévouement et de l'investissement de Belmondo. Et aussi, son absence de considération du risque, un peu quand même. Mais selon certaines sources, Jean-Paul était superstitieux. Dans chaque film, il avait un porte-bonheur de tournage. Des fois un objet discret qu'on ne voit pas forcément, et d'autres fois un vêtement, un accessoire qu'on peut retrouver sur plusieurs de ses films. Si vous voulez vous amuser à les trouver, bah personnellement j'ai essayé, et en vrai, c'est assez fou. Me remerciez pas pour ce mini-jeu, et d'ailleurs on va l'appeler « Trouver l'objet fétiche de Jean-Paul ». Il y a des trucs pas mal. Enfin bref, sa réputation de casse-cou et de roi des cascades est définitivement prouvée, scellée. Qu'est-ce qui pourrait manquer à sa carrière? On en a déjà parlé, mais il a fait quelques tours du côté du polar, notamment avec Lino Ventura, mais toujours du côté des voyous. Alors quand on le voit débarquer dans Las Communes, en mec pas très fréquentable qui descend des patrons de la pègre pour prendre leur place, bah on n'est pas trop étonné. Mais ça, dans pas longtemps, ça pourrait bien évoluer. En fait, une dizaine d'années après ses débuts, on est sur une période de confirmation. Les films s'enchaînent, alternent toujours entre ces deux genres et on ne peut plus vraiment le refuser. En quelques années, Jean-Paul a déjà participé à la révolution du cinéma français. Oui, il était accompagné, c'était pas le leader, il a plutôt été ce morceau de puzzle qui manquait à tous ces réalisateurs qui voulaient faire des choses différentes. Alors ne partez pas, c'est pas du tout la conclusion de la vidéo. Seulement un petit résumé parce qu'on a déjà vu pas mal de choses, mais la suite est encore plus grande. Elle a une autre saveur. Elle n'est plus celle d'un homme qui essaie autant de prouver aux autres qu'à lui-même qu'il a sa place, mais celle d'un homme qui a décidé d'enfin se libérer de tout ça. Un homme qui veut juste s'éclater devant la caméra. Bon, j'étais en pause pipi, on reprend. Quand Belmondo est là, il est jamais très loin de Broca. Alors en 1973, il se retrouve encore. Les tournages, c'est devenu un rendez-vous entre potes à force. Et cette fois-ci, ce rendez-vous s'appelle Le Magnifique. Bon, déjà le titre ça donne le ton. On a déjà vu son côté séducteur. Toujours les plus belles femmes de l'époque dans ses bras, mais cette fois-ci c'est littéralement au centre du film. Ça raconte l'histoire d'un mauvais romancier de gare qui s'invente un double littéraire. Il n'existe que dans sa tête, que dans ses mots, il est parfait, il est tout ce dont il rêve, et le fait que dès le début on sache que ce personnage incarné par Belmondo est une fiction, bah ça permet d'aller loin dans la parodie. On a tout dans cette scène, le grand sourire forcé, la perfection dans toutes les situations. Je veux dire, le mec a quand même ramené son peigne à la piscine, enfin bon, le côté séducteur est poussé à l'extrême, la parodie du James Bond aussi, et puis le fait qu'il joue un espion, bah c'est loin d'être anecdotique dans sa carrière. Parce qu'un espion, normalement, c'est plutôt du bon côté. C'est cette image du héros qui agit dans l'ombre pour le bien du monde. Alors on reste dans une position un peu double. C'est-à-dire que c'est pas non plus une figure de la justice, mais on dirait vraiment que Belmondo se sert un peu de ce rôle pour prendre la température. Est-ce que ce serait possible de faire autant de cascades, mais cette fois-ci en passant de l'autre côté de la loi? Ouais, parce que j'ai pas précisé, mais encore une fois, il fait un tas de cascades. Mais cette fois-ci, il va y avoir un petit problème. En route. Pendant le tournage, au moment de sauter d'une voiture en marche, la personne qui l'assiste pour les cascades dit à sa partenaire de conduire à 60, sans préciser si c'est en km/h ou en miles
par heure. Sauf que la voiture est une américaine. Le compteur est donc en miles par heure et 60 miles par heure, ça fait 80 km/h, pas 60. Jean-Paul saute et va se casser la jambe lors de la réception. La scène est gardée pour le film et il le terminera la jambe dans le plâtre avec une béquille. Jean-Paul va au bout des choses. J'allais dire c'est normal parce que c'est censé être un espion, mais en vérité c'est normal. Parce que c'est Jean-Paul Belmondo. On en est arrivé à ce stade-là. Un stade où vous dire que le film est un immense succès, c'est déjà une perte de temps. Parce qu'on a encore tellement de choses à aborder ensemble. Mais avant, petit point sur la santé financière de Jean-Paul. Je sais que vous aimez ça quand ça parle d'argent. Donc on y va. On est au début des années 70 et Jean-Paul est considéré comme une superstar. Et une superstar, ça gagne. Environ 1,5 million de cachets par film à cette époque. Si on prend en compte l'inflation dans la conversion, ça donne le même montant en euros à peu près. Quand on sait qu'il fait 2 à 3 films par an dans ces années, on peut dire qu'il vit bien. Et justement, j'ai pas choisi cette période au hasard. Quand il joue dans Le Magnifique, il vient à peine d'acquérir une immense villa aux Caraïbes. On parle de 6 hectares de jardin, 8 chambres et 7 salles de bain. Belmondo voit l'argent comme un moyen de profiter. Il prend l'habitude d'autant travailler que de faire la fête, c'est-à-dire beaucoup. Les tournages se transformaient souvent en immenses colonies de vacances pour grands enfants dans les bars de la ville une fois la caméra coupée, et même en dehors du boulot, tout cet argent, il l'investissait principalement pour profiter des grandes vacances avec sa famille. Pas se priver, pas vraiment investir. Pour lui, l'argent, c'est fait pour être utilisé. Mais à un moment donné, l'argent, il a quand même servi pour le business. Parce que Jean-Paul va produire son premier film, et ce premier film, c'est Stavisky. Une grosse prise de risque, autant financière que populaire, surtout qu'il le fait sur un film loin d'être aussi commercial qu'un Le Magnifique, sorti l'année passée. Il se met en scène dans le rôle d'un biopic où il interprète Serge Alexandre Stavisky, un escroc français qui a, réalisé le plus gros scandale financier français du XXe siècle. C'était un peu le Marco Mouli de l'époque. Bon, je crois que la comparaison elle est un peu foireuse, mais au moins vous savez qui c'est, vous avez compris. 10 000 francs, c'est dérisoire. Comment voulez-vous inspirer confiance en demandant si peu d'argent? Si le matriscope existe réellement, il vaut des millions. S'il n'existe pas, il faut que votre histoire soit vraisemblable. 10 000 francs, c'est pas vraisemblable. On parle de l'équivalent de 191 millions d'euros actuels qui ont été détournés, et ça devant le nez du gouvernement. Bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que la vidéo ne parle pas de ça, mais cette histoire est complètement dingue et j'ai vraiment envie d'en parler un jour. Ça a carrément participé à faire chuter un gouvernement entier. Bon, vous êtes hypé de l'histoire? Parce que moi oui. Mais les gens de l'époque, pas trop. Autant le public que la critique, le film va se faire détruire. Il est présent dans la sélection officielle du Festival de Cannes en 74 et se fait littéralement traîner dans la merde, pour reprendre les mots de Belmondo. Bon, d'habitude l'acteur il se préoccupe pas trop des critiques, mais cette fois-ci c'est complètement différent là. Il est engagé, il y croyait, c'est son film, c'est son bébé, et il va vivre cette avalanche de critiques comme une agression personnelle. Et ça laisse des traces dans la vie d'un homme. À partir de maintenant, Jean-Paul ne va faire que des rôles commerciaux. Et c'est pas une exagération, c'est littéralement ce qui va se passer. Il est profondément marqué. Ça l'a trop saoulé. Mais Belmondo, c'est le mec qui s'en sort toujours. C'est le mec qui a toujours une carte en plus dans sa manche. Et cette carte, c'est de passer de l'autre côté. On pose le costume du bandit et on enfile le blouson en cuir du flic à l'américaine. Et cette image, elle commence dans Peur sur la ville. C'est bon, il est commissaire de police, il fuit plus, et cette fois-ci, il traque un tueur en série dans la capitale. Et pour le prouver, il va prendre tous les risques. Je parle autant du personnage qu'interprète Belmondo que de l'acteur lui-même. Bon, c'est inutile de vous dire que la scène, elle est hyper risquée. Le métro, il va à plus de 90 km/h, et à un moment donné, il doit se coucher pour éviter une poutre. Et ça, c'est le moment critique de la cascade. Bon, la première prise se passe très bien, mais Belmondo, il est exigeant. Il veut revenir en force au cinéma, alors il demande à ce qu'on fasse une deuxième prise. Et ce, malgré le risque. Tout le monde lui fait confiance, et c'est ok, il peut la refaire. Alors la prise se passe bien, jusqu'au moment où il doit se coucher. Sûrement fatigué par le tournage et la blessure de l'année dernière qui traînait encore, il manque le timing et se prend de plein fouet la poutre dans l'épaule. De peu, sa tête aurait été touchée. Mais déjà là, on parle pas d'un petit bleu, hein. Épaule démise, côte fissurée. Mais vous savez déjà, comme moi, ce que va faire Belmondo. Et oui, il va continuer le tournage. Et je veux pas dire une semaine après ou le lendemain, non, le jour même, la seconde d'après. C'est vraiment le casse-cou originel. Le mec n'a aucune conscience du danger, quoi. Mais derrière ces actions impressionnantes, on peut encore une fois se poser une question. À quel point ça vient du fait que les critiques sur Stavisky ont relancé son besoin de prouver qu'il est à sa place. Parce qu'on va le voir dans ses prochains films, c'est une course à la plus grande cascade qui commence. Mais avant ça, il est temps de clarifier un truc. Dans Peur sur la ville, il joue un commissaire qui a ses propres méthodes, mais on sent que Belmondo veut aller un peu plus loin dans le rôle du type qui chasse les voyous. Alors en 1976, il reste du même côté de la loi, mais quitte l'insigne pour le titre de chasseur de primes avec l'alpagueur. Il est délesté des contraintes. Il peut tout faire à sa manière. On flirte vraiment à des moments sur la limite morale entre combattre le crime et adopter ses méthodes. Je le mentionne rapidement parce que le film est surtout important dans 2 ans. Parce que pour le moment, dans son prochain film, il va réaliser ce qu'il appellera la cascade des cascades. C'est L'Animal de Claude Zidi en 1977. À 44 ans, il incarne un rôle fait
pour lui, celui d'un cascadeur. C'est carrément méta. Il va atteindre l'apogée de sa carrière et réaliser un rêve qu'il avait depuis longtemps en tête. Dans ce film de seulement 1h30, il fait pas moins de 24 cascades. Mais même une seule cascade ne sera pas assurée. Aucune compagnie d'assurance, malgré l'expérience de Jean-Paul, ne voudra prendre ce risque. Et pour cause. Sans aucune sécurité, il passe d'un hélico en vol à une aile d'avion. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Bah pour nous faire kiffer. Et heureusement, tout va bien se passer, parce qu'il est trop chaud. Et ça valait le coup, parce que enfin, Belmondo va renouer avec des chiffres au box-office qui seront bien plus satisfaisants. C'est de nouveau une énorme réussite populaire. Mais c'est pas la plus grosse. Non, pour ça, il faudra attendre la suivante, qui va être importante pour des raisons différentes, et si vous avez bien suivi jusque-là, je pense que vous allez comprendre rien qu'au titre. Flic ou voyou de Lautner. Au lieu de jouer la limite comme dans l'Alpaguer, cette fois il prend le rôle de la police. C'est lui qui va aller chasser ce qu'il y a de voyous dans les représentants de la loi. Mais pour autant, il utilise des méthodes toujours aussi peu habituelles, des méthodes de voyous finalement. Il fait exploser des bureaux, il saccage des bars et il crée des incendies. Il crée une vraie tempête dans la ville, et ça autant à l'écran que dans les salles. Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. Pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons, s'il vous plaît? J'ai dit ôtez vos frocs. C'est le premier film de sa carrière qui dépasse le million, rien que dans la capitale. C'est une immense réussite, qui plus est dans un rôle que Belmondo voulait adopter déjà depuis un moment. Un rôle qui est beaucoup plus apprécié par les Français. La preuve, l'année suivante, dans Le Guignolo avec le même réalisateur, il décide d'incarner de nouveau un voyou cambrioleur. Le film n'est pas un échec, mais bien en dessous des scores de Flic ou voyou. Et petit fait amusant, au moment du tournage de ce film-là, il arrête le tournage pour aller boire un café avec les spectateurs qui étaient là au bord de la route. C'était une autre époque, donc il n'y a pas de vidéo de ce moment-là. Mais si c'était arrivé aujourd'hui, on aurait le droit à un petit snap avec le JP, petit selfie, petit café avec bébé, au calme, posé. Bon, blague à part, Jean-Paul était très proche des gens, il faisait littéralement partie de leur vie. Et depuis que je fais des portraits d'acteurs sur YouTube, je me rends compte d'une chose, l'impact que nous, le public, avons sur les choix des acteurs. Si ça marche pas, ils font autre chose. Des fois, c'est aussi simple que ça, j'ai l'impression. Parce que du coup, forcément, Belmondo, il va reprendre le rôle du flic dans Le Professionnel, et ça, toujours avec le même réal. On assiste là à la naissance d'une vraie histoire d'amour, quoi. Ah ça, pour une histoire d'amour, Lautner devait bien l'apprécier, oui, puisque avec ses films, il va signer la meilleure performance commerciale de sa carrière. L'agent des services secrets, ça donne des ailes à Jean-Paul, et ça lui fait aussi son plus grand succès. Enfin, pour le moment. Allez non, pas de suspense, pas d'attente, parce que dès le film suivant, il bat son propre record au box-office avec L'As des As de Gérard Houry. Il joue l'entraîneur de l'équipe de France de boxe. Petit retour aux sources pour l'acteur. Et il dépasse de plusieurs centaines de milliers d'entrées son plus grand succès. Et sûrement, dans la volonté de continuer à faire des grands chiffres, il reprend le blouson du flic, mais cette fois-ci un peu plus sombre. C'est Le Marginal, qu'incarne Jean-Paul. Les cascades sont toujours là, mais le titre du film annonce la couleur. Il est seul face à un patron de la mafia française. Il utilise encore une fois des méthodes très musclées, mais toujours efficaces. La fin justifie les moyens. Et je crois qu'on pourrait résumer les rôles de flic de Belmondo comme ça. Le film est encore un immense succès, mais pour combien de temps? Et là, en vrai, on a enchaîné beaucoup de titres de films qui vous disent sûrement rien si vous êtes de ma génération, mais il faut penser qu'à l'époque, pour nos parents, et même pour nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, tous ces films-là, c'était genre Avengers. Chaque sortie était attendue comme Spider-Man No Way Home. Sauf que même les héros, au bout d'un moment, ça peut lasser. On sait de quoi on parle. En peu de temps, il vient de faire pas mal de films qui sont cool, certes, mais c'est toujours un peu le même propos, c'est toujours le même style. Un flic cascadeur qui respecte jamais la loi, mais qui au final arrive toujours à ses fins. Et en 85, le premier vacillement se fait sentir avec Hold Up, seulement 2 millions d'entrées. Mais cette période est aussi due à ce qui est nommé la crise du cinéma français. Les films français attirent moins de monde. Le cinéma est de plus en plus à la maison déjà, avec des chaînes privées comme Canal+, et surtout les superproductions américaines s'installent durablement à partir des années 80. Et pour ne rien arranger, Jean-Paul va se blesser gravement lors du tournage du film pendant une cascade, et ça va l'empêcher de bosser comme avant. Mais c'est pas tout. Le Solitaire, qui sort 2 ans plus tard, est un des plus grands échecs de la carrière de Belmondo. Surtout quand on voit que 5 ans plus tôt, il fait aux alentours des 5 millions d'entrées, et le Solitaire en fera à peine plus de 900 000. Vous vous souvenez quand je vous disais qu'un acteur, si ça marchait pas, il faisait juste autre chose, que des fois c'est aussi simple que ça. Là j'ai l'impression que Jean-Paul il s'est juste dit, les flics c'est fini, vous voulez plus de cascade? Ok, je vais vous rappeler que je suis un grand acteur, même quand je saute pas de toit en toit. Ouais, je l'imite bien, ouais, je sais. Et putain... il nous l'a rappelé. Vous savez, je crois que je suis monté très haut sur la montagne à un moment donné, et je crois que c'est toujours dangereux, parce qu'il y a du vent là-haut, il faut déjà s'y tenir. Et en plus, les gens ont peur de vous approcher après. Les gens de métier disent « Ah non, s'il se prend pas sous un hélicoptère, il ne le fera pas. » Pour la gloire, ça enferme. Voilà, la gloire, ça enferme. Mais moi, j'étais pas enfermé, j'étais prêt à recevoir les gens. Il est temps de parler du film le plus important de sa carrière. En réalité, le dernier, vraiment important. Itinéraire d'un enfant gâté,
de Claude Lelouch. Plus question de cascade, et cette fois on dirait que le jeune Belmondo est de retour, parce que depuis quelques années, Belmondo avait arrêté les allers-retours entre les genres au cinéma et n'avait fait qu'enchaîner les grosses cascades. Et là, il change d'un coup d'un seul de direction pour revenir sur du cinéma d'auteur. Et je crois que c'est cette surprise-là qui plaît, qui rend curieux le public. Alors ils vont voir cette histoire d'un homme, chef d'entreprise, qui se lasse de sa vie et décide donc de faire croire à sa mort en mer. Mais assez vite, il se pourrait qu'il se fasse reconnaître. Après la curiosité, le public est conquis. Mais il n'y a pas que le public qui va aimer, la critique va adorer. Et la raison est simple, c'est un immense film dans lequel Belmondo livre une immense performance d'acteur. Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Cette scène est mythique, hilarante, cool et agréable à regarder. On a carrément l'impression d'une transmission entre les deux acteurs. Anconina à l'écoute devant un acteur qui à ce moment n'a plus grand chose à prouver. Richard Anconina a dû se retrouver à ce moment devant Jean-Paul Belmondo, exactement comme Belmondo s'était retrouvé devant Jean Gabin. Belmondo a du statut. Il est devenu l'ancien, l'acteur qu'on ne peut que respecter. Claude Lelouch dirige ce film de la plus belle des manières. On retrouve de la poésie dans le plus banal du quotidien. C'est sa manière de rendre beau le drame. C'est donc le duo parfait. Et en vérité, la critique ne fait pas qu'aimer. Elle fait un des retournements de veste les plus rapides de l'histoire parce qu'elle passe de défoncer Belmondo depuis des années à lui offrir une des récompenses les plus prestigieuses dans le cinéma français, le César du meilleur acteur. Mais c'est un peu tard. Belmondo, il en veut pas. Il dit que pour lui maintenant, le seul jury c'est le public, parce que les acteurs n'existent que par lui et pour lui. Bah ouais, quand les jurys te snobent depuis même avant tes débuts, bah tu vas chercher ton estime de toi ailleurs. Et elle est belle cette phrase, sur le public. Ça montre sa mentalité, la mentalité d'un acteur qui a toujours tout voulu donner pour faire rêver les gens. Mais quand même 30 ans à faire des films, toujours dans le haut du box-office, c'est un des grands événements de sa carrière. Et même s'il en veut pas, c'est une consécration de tout ce qu'il a pu accomplir jusqu'ici. Alors il ne se rend pas à la cérémonie, il le refuse. Mais en lui, le gosse qui avait fait un bras d'honneur devant le jury du conservatoire devait sacrément sourire. La plus haute récompense du cinéma français vient de lui être donnée, alors qu'on ne voulait même pas qu'il rentre au conservatoire. Waouh, elle est belle l'histoire quand même. Voilà, je le dis, je suis ému. Mais c'est la dernière gloire qu'il connaîtra face à la caméra. Dans les années 90, il va faire 6 films. Aucun ne sera marquant, à part Les Misérables de Lelouch, qui montre une dernière fois sa capacité dramatique, son talent d'acteur, sans les cascades. Ce film-là, c'est un peu comme un adieu avant l'heure. Et 3 ans plus tard, il conclura sa deuxième facette dans ce cinéma, celle des cascades. Âgé de 65 ans, il s'accroche une dernière fois à un hélicoptère en plein vol, dans Une chance sur deux de Patrice Lecomte. Mais les années 90, c'est une période marquante pour lui. Plus qu'une carrière, plus que ses films. Alors qu'il enchaîne les représentations au théâtre qu'il avait repris depuis 1987 avec Keane, il apprend une terrible nouvelle. On est le 31 octobre 1993. Un incendie vient de se déclarer dans un appartement parisien. Incontrôlable, les pompiers n'arriveront pas à temps. Et seulement quelques heures avant de monter sur scène, Belmondo apprend le décès de sa fille. Elle était dans cet appartement. Alors, Jean-Paul, il va quand même décider de monter sur scène. Ce soir-là, alors que tout le monde était au courant, les rires étaient quand même présents. Parce que Belmondo était présent. Ce soir-là, c'est comme si les rires avaient asséché ses larmes. Et à partir de ce moment, il va s'étouffer dans le travail. La peine est quand même très présente. Il enchaîne les pièces, mais comme on le sait déjà avec un autre acteur français, le théâtre, ça use, ça demande beaucoup au corps. D'ailleurs, il y a une anecdote assez folle sur Jean-Paul Belmondo et le théâtre. Lors de la première de Keane en 87, alors qu'il est déjà une immense star, qu'il a une carrière qui parle pour lui derrière, il est pris de panique. Quelques dizaines de minutes avant de monter sur scène, il ne se sent plus capable. Il court dehors, monte dans sa voiture et fonce à 220 km/h sur l'autoroute. À cette vitesse, il s'éloigne très vite du théâtre. Mais il pense à sa famille et aux gens qui sont venus le voir. Il peut pas les trahir, il a toujours tout fait pour eux. Alors il fait demi-tour. Il repart toujours à une vitesse parfaitement légale et arrive à l'heure pour interpréter la pièce. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il dira rien à personne pendant des années. Pour les autres, c'était comme s'il était parti aux toilettes, sauf que lui, il était déjà dans le 78 au volant de sa Jaguar. C'est un peu comme s'il avait voulu cacher ce que la majorité des gens ne voyaient pas. Des moments de faiblesse chez celui que l'on croyait invincible, intouchable. Mais cette image de l'homme invincible ne va pas tarder à s'arrêter. Lors d'une représentation à Brest en 1999 de la pièce Le Boulevard du Crime, ses partenaires sont perplexes. Jean-Paul n'arrive plus très bien à parler et il manque de tomber plusieurs fois avant de s'effondrer. Le rideau est vite descendu, mais Belmondo fait du Belmondo, 5 minutes et il dit aller mieux et il veut repartir jouer. Mais cette fois, pas question. Il passe 5 jours à l'hôpital et accepte quelques semaines de repos. Bon, pour tout le monde, c'est un gros coup de fatigue. Belmondo, que ce soit à l'écran ou dans la vie, il semblait tellement invincible que pour tout le monde, ça allait passer. Alors la vie continue, la tournée aussi, et elle se finira sans problème. Malgré cette fatigue et cette grosse alerte du corps, il va pas s'arrêter parce qu'il était en mission. Bon, déjà pour s'amuser, il l'a assez répété, mais surtout pour nous, les spectateurs.
pour nous faire oublier la misère du monde et nos moments de faiblesse. C'est sa formulation, hein, il est présent pour distraire, amuser, autant que lui s'amuse. Et tout va pour le mieux. Jusqu'en 2001. Profitant de ses vacances dans sa maison en Corse, il se prépare dans sa salle de bain. Il est 10h du matin, le ciel est bleu, c'est une belle journée. Comme quoi, c'est dans cette salle de bain qu'il s'écroule. Cette fois, aucun doute, Jean-Paul vient de faire un AVC. Les médecins sont directs. Pour eux, l'immortel du cinéma français a atteint sa limite. Et pendant 3 jours, son pronostic vital est engagé. Mais, comme une première preuve de sa force de caractère est encore là, il déjoue le pronostic et 15 jours plus tard, il sort de l'hôpital. Bon, par contre, il a plus l'usage de sa parole, ni de sa jambe, et de son bras droit. Celui qui n'a fait que bondir toute sa vie est condamné à ne plus pouvoir jamais remarcher. Mentalement, j'ai du mal à imaginer à quel point c'était un coup dur pour lui. Il en est au point où manger, ça devient une épreuve. Mais Belmondo, avec son médecin et ses kinés, vont décider de s'imposer un entraînement sportif. Il veut retrouver ses capacités motrices, même si les médecins lui disent que c'est impossible. Et il lui aura fallu 5 ans pour les faire mentir. En 2006, il réapparaît, debout, arrivant à parler, bien évidemment non pas sans quelques difficultés, mais est-ce que vous vous rendez compte de la force de cet homme? Quel con. Une force de caractère qui l'accompagne depuis qu'il est tout petit et qui l'a aidé à bâtir une carrière, qui lui a permis de construire un renouveau, une nouvelle ère, une nouvelle vague. Et pour tout ça, pour l'ensemble de sa carrière, il va recevoir une Palme d'honneur à Cannes en 2011 et un César d'honneur pour l'ensemble de son travail en 2017. Un César qu'il acceptera cette fois, l'ego est passé, c'est derrière lui, c'est un vieux monsieur maintenant et il est très ému de le recevoir. Les yeux pleins d'émotions, tout comme les miens, la première fois que j'ai vu cette vidéo. Je veux remercier de tous vos applaudissements, hein? Ça me fait droit au cœur. Pour un gars qu'on ne disait pas beau, qu'on ne voulait pas, en qui personne ne croyait, il se retrouve là, dans une des plus prestigieuses institutions, à recevoir un César, la plus haute récompense, encore une fois, du cinéma français. Et pour moi, c'est pas un honneur. C'est une reconnaissance. La reconnaissance de l'œuvre d'une vie. L'œuvre d'un homme qui a fasciné toute une génération avant de la quitter, un jour, définitivement. Le 6 septembre 2021, chez lui, entouré de ses proches, Jean-Paul va s'éteindre de ce qu'on appelle une mort naturelle. Et ce terme ne pourrait pas mieux définir ce pourquoi Belmondo a lutté. Il n'est pas mort d'un AVC. Il n'est pas mort dans une chambre d'hôpital, il n'est pas mort dans une chaise roulante. Il est mort dans son lit, un lit où il est allé tout seul, se coucher, une dernière fois. Jean-Paul est parti, mais la France, elle a beaucoup de mal à lui dire au revoir. La France n'aurait jamais voulu avoir à le faire. Et pourtant, c'était le moment, alors autant bien le faire. C'était pas seulement un cascadeur, c'était pas seulement un acteur, c'était l'emblème, celle d'une génération qui s'est éteinte avec lui, une génération qui avait dans le cœur une place pour lui, comme un membre de la famille. C'était une légende qui ne mérite pas d'être oubliée par les futures générations. Qu'on se souvienne tous qu'un jour dans le cinéma français, il y a eu un gars qui s'est tenu sur un fil entre deux toits, qui a tenu les plus belles femmes du monde dans ses bras et qui a montré à la France, mais aussi au monde, qu'il fallait croire en soi. C'est peut-être bateau, mais c'est ce qu'il représente. Le courage d'avancer, malgré tout. Ce n'était pas que l'homme de Rio. Il n'était pas seulement magnifique, marginal ou encore fou. On n'a jamais vraiment su s'il était flic ou voyou. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis cette représentation sur les planches devant le jury du conservatoire à Itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul Belmondo était l'as des as.